heureusement que je n'ai pas que des clients qui sont engagés. Parce qu'on est quand même encore une partie minime, hein, de la population. Il y a des gens qui ont entendu parler, qui s'interrogent. Donc, il y a des grands mouvements comme ça, des déclenchements. J'allais dire, en septembre l'année dernière, la démission de Nicolas Hulot, les émissions Cache Investigation, du coup, c'est quand même très médiatisé. Donc, ça interpelle, en fait. Et ils se disent, je vais regarder, je vais me renseigner. Et ils viennent voir en se disant, qu'est-ce que c'est que ce machin? Comment ça va fonctionner? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. On ne se rend pas bien compte, en fait, quand on va dans un magasin, on se dit oui, c'est un magasin. Magasin de vrac, c'est encore un autre type de magasin et c'est de la charge lourde. Alors, on ne me voit pas, mais toi, tu me vois. Tu vois, je suis pas très grande, je suis pas très costaude, mais par semaine, on brasse 1,5 tonne de marchandises. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre émission sur Apple Podcast ou sur les autres applications. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Émergence. Aujourd'hui, nous accueillons Rosen, gérante de 2 magasins Day by Day. Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et revenir sur ton parcours ? Oui, alors je m'appelle Rosen. J'ai travaillé pendant 25 ans dans le conseil en marketing et communication dans des grands groupes avec des belles équipes, des beaux projets. Mais au bout d'un moment, j'étais un peu en déphasage entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, puisque dans ma vie professionnelle, j'accompagnais les entreprises à faire consommer de plus en plus, avec des super packaging dans tous les sens. Et dans ma vie personnelle, je réduisais de plus en plus ma consommation, le gaspillage et les déchets. Et du coup, je me suis dit à un moment donné, c'est plus très en face tout ça. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie professionnelle ? Étant mère de 3 enfants, on est quand même une famille où voilà, ça consomme quand même un petit peu. Donc j'ai découvert des gens autour de moi. Je me suis un peu renseignée sur ces différents sujets de réduction de déchets. Et un jour, j'ai rencontré Didier Onreta, qui est l'un des fondateurs de la franchise Day by Day. Et puis, on a échangé et je me suis dit, mais pourquoi pas ? Et en parallèle, j'ai vu une émission à la télé. À l'époque, c'était, je sais plus ce que c'était comme émission, mais peu importe. Et je suis tombée sur un reportage où il y avait une jeune femme qui était à Lille et qui venait d'ouvrir une épicerie qui s'appelait Day by Day. Et dans la petite présentation, en fait, on voyait cette jeune femme qui venait du monde du marketing et qui avait une voiture, la même que la mienne, qui avait 2 enfants, moi j'en avais 3, et je me suis dit, mais c'est moi ça. Donc voilà, puis en fait, j'ai décidé de me reconvertir, donc c'est un vrai grand écart, un virage à un très grand virage. Et voilà, j'ai ouvert la première épicerie dans le 15e il y a 3 ans et demi. Et puis parce que voilà, ça marche bien, parce que je m'amuse, parce que il faut toujours que je m'amuse. J'ai racheté ma 2e épicerie il y a 1 an et demi. En fait, c'était un magasin qui existait déjà et que j'ai repris il y a 1 an et demi. Voilà. Et comment s'est passée la transition ? Tu as dit que tu travaillais plutôt dans des fonctions commerciales. Là, tu es gérante de magasin. Ouais. Donc, tu n'as pas fait d'études dans la gestion de magasin quand tu étais jeune. Comment ça s'est passé cette transition entre 2 métiers qui se ressemblent, parce que c'est quand même de la vente, mais qui sont quand même différents? Il y a un point commun, il y a 2 points communs dans ma vie professionnelle d'avant et d'aujourd'hui. Le premier, c'est le conseil. En fait, moi, j'ai toujours fait du conseil, donc là, je fais un conseil un peu différent. J'essaye d'apprendre aux gens, aux personnes, en fait, de changer leur mode de consommation pour réduire le gaspillage. Donc, je faisais du conseil avant, là, je fais du conseil aujourd'hui. Et le deuxième point, gérer une entreprise comme une épicerie, parce que finalement ça reste une entreprise avec un compte de résultat. J'ai fait ça beaucoup dans ma vie d'avant en fait. Quand je dis directrice commerciale, c'est que à une époque j'étais directrice d'une business unit, donc j'ai eu l'habitude de gérer des budgets, des comptes d'exploitation, donc ça m'est pas complètement inconnu. Et ce qui m'aide d'ailleurs beaucoup parce que je sais gérer, je sais faire un peu de compta et de regarder un peu les chiffres. Après, ce qui est complètement différent, c'est
en fait, ici, quand on tient un magasin, et c'est dans toutes les fonctions de commerçant, mais moi, c'est vraiment une vraie découverte, c'est quand j'ouvre à 10h, il faut que je sois là à 9h, et je suis là jusqu'à 20h. Et je peux pas aller ailleurs. Enfin, je suis obligée d'être ouverte parce que les clients, ils m'attendent. Alors que dans ma vie de consultant, voilà, on organise sa journée, on a beaucoup moins, en fait, de contraintes de présence. Et au début, c'est pas évident, en fait, ça, à gérer. Mais ce qui est super, c'est que on a des contacts, en fait, qui sont vraiment riches tous les jours avec des clients. Et ça, c'est d'ailleurs ce qui me fait me lever le matin. C'est pas de gérer, c'est de voir les gens et d'échanger sur les astuces qu'on peut avoir tous les jours. Donc c'est la partie conseil que tu avais déjà un peu avant. Oui, mais alors conseiller en fait un Orange ou un Carrefour, ça n'a rien à voir que de conseiller des jeunes, des moins jeunes, et puis c'est aussi de recevoir, parce que moi c'est aussi dans les deux sens. Il y a des gens qui me donnent des astuces, c'est vraiment un partage, c'est pas que dans un sens. Alors après je dis pas qu'avant je n'ai que dans un sens à Carrefour ou à Orange, mais quand même. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas le même conseil. Et qu'est-ce qui a été le plus dur pendant cette transition ? Le regard des autres. On est quand même dans une position sociale. Enfin, voilà, moi j'étais une cadre avec des grosses équipes, un gros salaire, tout bien. Enfin voilà, la vie de ma génération. J'ai plus de 50 ans quand même, donc quand on commence... aujourd'hui, on n'a plus la même approche de la vie professionnelle, mais c'est vrai que j'ai pas non plus fait 15 sociétés. Aujourd'hui, les gens, ils changent beaucoup. Mais de changer complètement et de dire, je tiens une boutique, au final. C'est un magasin. Il y a des gens qui m'ont dit, ah ouais, mais t'es sûr ? Donc c'est ça qui est, moi je trouve pas facile au départ, même si j'étais bien dans mes baskets en me disant oui, c'est ça que je veux faire. En tout cas, je veux changer. Je veux essayer de avoir un métier qui ait du sens, autant pour moi que pour les autres. Donc voilà, après on s'y fait, on se dit le regard des autres par rapport à son statut professionnel, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc c'était le besoin de retrouver du sens et de faire ce que tu aimais en fait. De retrouver du sens, vraiment. J'aimais bien ce que je faisais avant. J'ai une carrière professionnelle vraiment... j'ai rencontré des gens, j'ai travaillé sur des projets qui étaient intellectuellement très satisfaisants, mais voilà, ça avait plus le même sens. Et là, ça a du sens. Et je fais ce que je fais dans la vie de tous les jours. Donc, je trouve que c'est cohérent, en fait. Je suis cohérente avec moi-même. Et tu sens une différence de motivation quand tu te lèves le matin par rapport à avant ? Oui, parce qu'à la fin, j'avais du mal à me lever. Alors là, j'ai du mal à me lever, mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est parce que je suis fatiguée, parce que c'est un métier qui est hyper physique. Et ça, on s'en pas bien compte, en fait. Quand on va dans un magasin, on se dit, oui, c'est un magasin. Magasin de vrac, c'est encore un autre type de magasin. Et c'est de la charge lourde. Alors, on me voit pas, mais toi, tu me vois. Tu vois, je suis pas très grande, je suis pas très costaude, mais par semaine, on me brasse 1,5 tonne de marchandises. Donc les bidons de 20 kilos, il faut que je les bouge et j'y arrive. Mais le soir, je suis fatiguée. Tu dors bien. Ouais. Dans notre deuxième interview, on avait interviewé Mimosa. Donc c'est un site de crowdfunding pour des agriculteurs, mais aussi des projets de transition écologique. Et ils finançaient de plus en plus de magasins en vrac. Moi, pour ma part, j'aime bien les projets de vente en vrac. On en soutient de plus en plus sur Mimosa. Et donc, c'est assez encourageant. Ça montre l'intérêt des gens pour le zéro déchet. C'est une tendance actuelle. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui voudrait se lancer dedans ? La première question, en fait, parce que moi j'ai plein de gens qui viennent me voir justement parce qu'ils réfléchissent à leur vie, ils veulent changer, ils veulent ouvrir une épicerie en vrac, c'est de se poser la question de savoir est-ce qu'on veut partir seul ou est-ce qu'on veut partir accompagné. Si on veut partir en indépendant, il faut effectivement avoir toutes les casquettes. Il faut tenir son commerce, il faut gérer son entreprise et il faut être un acheteur. Donc le côté achat est extrêmement important parce que si on n'a pas d'offre, ça ne marchera pas.
Donc, c'est vraiment de se poser cette question-là. Ou alors, est-ce qu'on veut partir avec un réseau de franchise ou un regroupement, parce que c'est vraiment ce qui va faire que derrière, ça va être entre guillemets un succès ou pas. Et il faut bien connaître ses compétences. Le deuxième conseil, c'est faut pas avoir peur d'y aller. Enfin, la gestion, pour moi, c'est important, mais tout le monde est capable de le faire. Si on est capable de calculer un petit peu, il y a rien de difficile en fait. Il faut juste avoir envie et de se dire, je vais pas compter mes heures. Ça, je vais pas compter mes heures. Mais sinon, après le reste. Et tu viens de dire que toi, tu fais partie justement d'un réseau, Day by Day, un réseau de franchise. Est-ce que déjà, tu pourrais redéfinir ce qu'est un magasin en vrac pour une personne qui n'a jamais entendu parler de ça, et la particularité de faire partie d'un réseau de franchise comme c'est ton cas? Alors, c'est vraiment important de savoir ce que signifie en fait un magasin en vrac, parce que ici, on est dans un magasin 100% vrac. C'est-à-dire que on achète la quantité que l'on souhaite. C'est-à-dire que si on veut 1 gramme, on prend 1 gramme. Il n'y a aucune quantité imposée. C'est ça le vrac. Après, on découle, on peut venir avec ses propres contenants, ses propres emballages pour éviter en fait des emballages superflus. Mais à la base, c'est la quantité à la demande. Donc tous les produits, à l'exception d'un produit pour des raisons réglementaires et l'huile d'olive, mais tous les produits ici sont en vrac. Il n'y a rien d'emballé. C'est une nuance qui est extrêmement importante pour le consommateur parce que ça lui laisse une liberté en fait d'achat. Et c'est une différence extrêmement importante d'un point de vue réglementaire. Nous ne sommes pas soumis à la réglementation des emballeurs. Ceux qui font en fait du semi-vrac, c'est-à-dire qui vendent du vrac, je vais prendre le cas des épiceries, les épiceries bio pour nommer des enseignes qu'on connaît bien, les Biocoop, les Bio C'est Bon, etc. C'est des gens qui sont pas 100% vrac. Ils font du vrac avec des silos ou des bacs à pelles et puis ils font de l'emballé. Et là, on est soumis à une réglementation. Dès qu'on est un emballeur, on doit mettre toutes les informations nécessaires sur le produit qui sera complètement fermé. Ici, c'est pas le cas. Donc ici, 100% vrac. Après, on fait partie d'un réseau de franchise qui s'appelle Day by Day, qui a été créé en 2013 et qui aujourd'hui compte 55 épiceries sur l'ensemble de la France qui sont 100% vrac. Et ça, justement, tu as parlé de 3 piliers tout à l'heure, d'avoir un magasin en vrac, et le fait d'avoir une structure derrière toi, ça t'aide sur un de ces 3 piliers? C'est vrai que moi, c'était un vrai choix. Je sais que je suis commerciale, mais je suis pas une acheteuse. Acheter, c'est différent. Je me suis dit, j'aurais pas forcément toutes les compétences, j'aurais pas le temps. Donc et puis j'avais aussi envie de travailler avec des gens. J'ai toujours travaillé en équipe et me retrouver dans un magasin toute seule, je me suis dit, ça va me peser un peu quand même. Donc l'intérêt de faire partie d'un réseau de franchise par exemple notamment, moi ça m'apporte une offre et une largeur de l'offre qui est extrêmement importante. Aujourd'hui on compte 750 références en vrac, ce qui est vraiment important. Si j'étais tout seul, je pense que je n'aurais jamais autant de produits. Et puis après il y a tout ce qui facilite, parce qu'aujourd'hui c'est la notoriété, c'est l'accompagnement en termes de communication, ce qui fait aussi la réussite d'un magasin, c'est sa notoriété et la manière de communiquer. Donc, en tout cas, c'est l'offre qui était le moteur important pour moi. C'était pas trop dur quand tu as lancé ton premier magasin et d'avoir ses premiers clients? Tu avais lancé une Day by Day, mais comment ça s'est passé? Alors le premier jour, non, c'était pas trop dur parce que j'étais accompagnée en fait avec une personne de Day by Day qui a passé la journée avec moi, donc je me sentais pas tout à fait trop seule. Mais elle m'a dit, tu sais, quand on a fermé le magasin, la première journée, on a fait le bilan, c'était super, j'étais très contente. Il y avait plein de monde, il pleuvait, c'était affreux, mais c'était sympa. On a fermé la porte et elle m'a dit, bon, demain matin, tu sais que Rosen, tu démarres toute seule, comme une grande. Et là, j'ai eu un petit moment de panique en me disant, mais je vais être toute seule dans mon magasin, mais comment je vais faire? Je vais pas y arriver, je vais pas savoir faire la caisse, je vais pas savoir reconnaître tous les produits. Enfin, voilà. Bon, au final, les clients, ils sont super gentils.
En fait, voilà. Je crois que c'est ce qui fait que on est bien dans ce magasin, c'est que les clients sont gentils, sont au-delà d'être gentils, ils sont attentifs, ils sont bienveillants à mon égard. Et quand de temps en temps, je dois avoir l'air un peu fatiguée, ils me disent Rosanne, faut prendre des vacances, hein, là, ça. Donc voilà, c'est une relation très très agréable. Et du coup, ça s'est bien passé en fait. Parce que la majorité de tes clients, ils sont dans cette démarche-là ou il y en a qui viennent un peu voir ce qui se passe et justement, c'est là que tu les conseilles et que tu les accompagnes? Heureusement que je n'ai pas que des clients qui sont engagés. Parce qu'on est quand même encore une partie minime, hein, de la population. Il y a des gens qui ont entendu parler, qui s'interrogent. Donc, il y a des grands mouvements comme ça, des déclenchements. J'allais dire, en septembre l'année dernière, la démission de Nicolas Hulot, les émissions de Cache Investigation, du coup, c'est quand même très médiatisé. Donc, ça interpelle, en fait. Et ils se disent, je vais regarder, je vais me renseigner. Et ils viennent voir en se disant, qu'est-ce que c'est que ce machin? Comment ça va fonctionner? Donc, c'est des gens qui sont déjà pas engagés, mais en tout cas qui ont un déclic dans leur conscience. Après, de là à passer à l'acte, c'est encore autre chose. Et puis, il y a plein de gens qui passent devant le magasin qui disent « Oh, c'est joli ça !» Puis ils rentrent. Et il y a une autre partie de la clientèle, c'est les gens qui habitent vraiment à proximité. Je suis une épicerie de quartier, en fait. J'ai oublié qu'il me manquait un petit truc pour ma recette de ce soir. Je descends, j'achète. Et c'est bien. Et c'est aussi ça doit être ça aussi, hein. C'est le jour où on aura plein d'épiceries comme ça, on ne sera plus que ça, des épiceries de quartier qui fonctionneront comme ça. Mais j'ai plein de curieux, j'ai plein de curieux. Et c'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Non, mais c'est de voir les gens, en fait, on voit bien les gens qui n'ont pas du tout l'habitude, qui rentrent dans le magasin, qui se disent, putain, comment je vais faire, comment ça fonctionne, et quand on leur explique, ils disent, bah, c'est simple. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est des gens qui sont de tout âge, en fait. C'est pas réservé aux jeunes, aux moins jeunes. Je trouve qu'on a toute la population pour des motivations différentes, hein. Je vais prendre les deux extrémités, les jeunes qui rentrent dans la vie active, les personnes âgées qui sont peut-être seules ou en tout cas peut-être avec des ressources moins importantes. Donc ces personnes-là peuvent venir pour des raisons financières en disant si j'achète ce dont j'ai besoin, je dépenserai moins. Et puis il y a les engagés où là on les retrouve quand même plus chez les jeunes et les moins jeunes, enfin chez les jeunes et les on va dire entre 20 et 60 ans, et puis après c'est les gens qui viennent comme ça. Et quand ils viennent dans ton magasin, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils vont trouver tous les produits du quotidien, donc tout ce qu'on trouve dans un placard de cuisine. Donc quand je dis placard de cuisine, c'est volontaire, hein. C'est dans le monde du jargon de la grande conso, on parle bien du placard et non du frigidaire. Donc là on est vraiment dans le placard. On va trouver les produits de l'épicerie salée, l'épicerie sucrée, en passant par les grands classiques que sont les pâtes, le riz, les légumineuses, mais aussi on va se faire plaisir, les gâteaux d'apéro, les olives. Je regarde en même temps le magasin au cas où j'ai oublié, parce que quand même j'y suis tous les jours. On a le vinaigre, les huiles, et puis on a également toute la partie épicerie sucrée. Et on a également, au-delà du placard, tout ce qu'on va trouver dans une salle de bain et autour des produits d'entretien. Donc des produits d'entretien en vrac et des produits d'hygiène en vrac. Et en tant que consommateur, est-ce que ça me coûte moins cher de venir acheter en vrac ou c'est pas le cas? Certains journalistes ont fait l'exercice, en fait, en achetant dans un magasin comme le mien et en achetant dans des supermarchés à qualité équivalente, et je dis bien à qualité équivalente, c'est moins cher, entre 10 et 30%. C'est évident que si j'achète en fait de la pâte à tartiner chez Day by Day, qui est une pâte à tartiner d'un certain chocolatier, ça n'a rien à voir avec la pâte à tartiner que l'on trouve dans le commerce et qui de temps en temps provoque des ruées quand c'est déstocké. Mais
mais ce n'est pas du tout la même qualité. Donc il est toujours important de comparer ce qui est comparable à qualité équivalente. Mais si on veut... Ici, en fait, il y a des stickers où il y a marqué prix Rikiki, c'est que c'est vraiment pas cher. Et c'est moins cher que dans un hypermarché. Et tu viens de le dire, il y a de la qualité, donc acheter en vrac, c'est aussi acheter de la qualité, c'est pas... Ah oui, alors, je pense que le vrac, en fait, il peut avoir l'image de la mauvaise image. Et en tout cas, c'est aujourd'hui un frein, en tout cas, que la population a. Je sais pas si... Dans les hypermarchés à une époque, il y avait certains grands hyper qui ont essayé de tester le vrac avec un petit bout de rayon où c'était dégueulasse. C'était souvent du hard discount. Et c'était du hard discount. Ils ont arrêté parce que ça n'a pas marché. Et là, ils sont en train de réfléchir. Ici, en fait, on a des produits d'entrée de gamme et des produits haut de gamme. Donc, on a vraiment une variété qui va permettre à chacun de trouver ce qu'il recherche avec effectivement un engagement le plus possible français. Et le plus possible bio, mais en tout cas français. Ça, on va privilégier le quinoa du Berry plus qu'un quinoa qui vient de très très loin, parce que ça a plus de sens en fait en termes d'impact écologique. Donc c'est aussi dans cet esprit-là qu'on va chercher la qualité des fournisseurs. Parce que dans le sourcing des produits de la part de Day by Day, il y a aussi cette réflexion d'acheter plutôt local, français, avec un impact carbone plus faible. Dans la mesure du possible, oui, parce que le premier critère, c'est vrac. Donc il faut qu'on trouve... En fait, on fait du vrai vrac et pas du faux vrac, parce que le faux vrac, c'est facile. Hein. Tu prends des petits sacs de 250 grammes, puis tu remplis des silos. On l'a tous vu. Dans certains magasins, c'était comme ça, c'est un peu dommage. Donc il faut avoir des producteurs qui sont capables de faire des conditionnements en grande quantité. Après, français, effectivement, et bio, ou si c'est pas bio, en vraiment production raisonnée, et certains sont déjà d'ailleurs en reconversion. Et est-ce que vous avez le choix sur certains fournisseurs, ou c'est Day by Day qui... Alors sur la partie alimentaire, c'est Day by Day qui source les produits. Ils nous recommandent. Donc, en gros, on a une figure imposée, et après, on a des produits où on a le choix de les mettre ou de ne pas les mettre. Moi, j'ai tous les produits en fait que la centrale me propose, parce que je trouve que les produits qui sont sélectionnés sont des bons produits. Après, j'ai la liberté, c'est plus sur les accessoires. En fait, c'est chaque magasin qui va chercher, qui va aller trouver des fournisseurs. Donc, je fais quand même une petite partie d'achat parce que voilà, fallait bien, mais c'est pas grand-chose. Est-ce que justement, tu as apprécié ce travail de sourcing? Tu dis que voilà, tu personnalises un petit peu ton magasin, tu as appris par toi-même et avec les gens que tu as rencontrés. Est-ce que c'est un métier que maintenant tu apprécies, vu que de base tu faisais pas de l'achat? Oui, j'aime bien parce que je suis avec des petits producteurs, c'est des gens qui font, voilà, c'est pas de la même chose que d'aller acheter de l'alimentaire, même si pareil, je vois la personne qui fait le sourcing chez Day by Day, elle me raconte un peu comment elle travaille. Ça n'a pas l'image que je peux en avoir d'un acheteur dans la grande conso. Mais bon, c'est bien que ce soit un petit peu et pas tout le temps de faire parce que ça prend beaucoup de temps d'aller parce que de temps en temps ça me demande aussi d'aller dans les salons, d'aller essayer sur internet, donc je peux passer trop de temps et j'en ai pas assez, donc faut pas que je m'éparpille non plus. Et bon, il y a quand même une tendance sur le vrac, on le voit, tu l'as dit, il y a des événements majeurs qui ont, on va dire, éveillé certaines consciences. Est-ce que tu vois qu'il y a aussi un changement dans les fournisseurs sur cette partie-là, parce que c'est quand même un marché, on va dire, un peu de niche aujourd'hui, il y a peu de gens qui en font. Est-ce que tu sens que la tendance, elle est de la part du consommateur, mais aussi qu'il y a beaucoup plus de producteurs qui s'y mettent, parce que voilà, c'est intéressant pour tout le monde? Oui, il y a des grandes marques en fait qui s'y mettent. En fait, ce qui est intéressant quand on est dans un magasin, dans mes magasins, après, je suis dans un magasin parisien, donc, mais je vois et des fournisseurs et des distributeurs qui viennent regarder et qui viennent aussi discuter avec la centrale. Mais ils viennent au début dans les magasins pour voir un peu comment ça fonctionne. Et je trouve que c'est très révélateur de la tendance de fond. Quand un grand distributeur, ça fait quand même des années qu'ils se sont plantés parce qu'ils n'ont pas réussi, aujourd'hui ils se disent on n'a pas trop le choix quand même, il faut qu'on bouge. Et les distributeurs, ils se disent
pareil, il faut qu'on se bouge. Alors, il commence à bouger et je pense que ça va aller très vite. Hein. Il commence à bouger sur les emballages, où là, ils sont en train de revoir, en fait, pour avoir des emballages qui soient un peu plus sensés que ce qu'il n'est aujourd'hui. Mais ils savent aussi qu'il faut qu'ils changent. Alors, c'est compliqué, hein. C'est des gros investissements qui sont derrière, parce que ça veut dire changer le modèle industriel de production. Quand des Panzani, des machins font des tonnes de pâtes, va falloir, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais je donne un exemple qui est le yaourt en vrac. On a fait un test dans le magasin du 17e avec un grand groupe qui a une filiale qui fait du bio. C'est des gens qui s'intéressent à ça. Et pourtant, c'est pas facile de faire du yaourt en vrac. C'est plus compliqué quand même que de faire des pâtes en vrac quand même. Parce que tu fais un sac de 25 kilos, tu vois, voilà, c'est pas, enfin, de mon point de vue, c'est pas très compliqué. Même si en industriel, c'est toujours compliqué. Mais non, je pense que les fournisseurs, ils ont compris que l'enjeu, il est dans le vrac, parce que c'est ça qui permettra de réduire le gaspillage. Et le gaspillage, c'est le principal fléau de la société et des déchets. C'est ça, l'emballage, c'est un point important, mais c'est le gaspillage alimentaire aujourd'hui qui est catastrophique. Et j'en discutais, je disais que finalement, si on arrivait à éduquer les gens sur ne pas gaspiller, ça fait partie pour moi de l'éducation que j'ai essayé de donner à mes enfants. On arriverait peut-être à avoir moins de gaspillage, et finalement le vrac n'est qu'une manière de réduire ce gaspillage. Et un des grands directeurs me disait, mais c'est la perception en fait qu'a le consommateur. Quand c'est emballé, c'est plus facile de jeter que quand c'est en vrac. Et je me suis dit, mais c'est fou quand même comme on est, enfin, c'est perturbant comme point de vue, je trouve, et il a raison. Donc on gâchera moins quand on achète en vrac, parce qu'on aura peut-être plus conscience de la quantité qu'on prend que quand on achète un paquet qui, allez, hop, c'est périmé, ça va directement à la poubelle. Dans cette émission, on essaie toujours de donner des conseils à nos auditeurs. Par où je peux commencer quand je viens de ton magasin? Voilà, si j'ai jamais fait de vrac, je suis un peu perdu, j'ai vu à la télé un reportage qui m'a réveillé. Par où je vais commencer? Quels seraient tes conseils là-dessus? D'avoir en fait des petits sacs à vrac pour commencer à acheter en vrac. Des petits sacs, c'est des sacs en tissu, parce que ça va se réutiliser ensuite après, derrière, ça va se laver. C'est plus facile que des bocaux, parce que les bocaux, c'est lourd, donc faut pas se compliquer la vie quand on démarre. Commencer à acheter les produits qu'on consomme finalement assez facilement dans son quotidien. Et je vais prendre le premier produit qui me vient à l'esprit. On démarre la journée par un petit déj. Commençons par des produits du petit déjeuner. On va juste acheter ces céréales qu'on aime bien, et on va les acheter en vrac. Et voilà, on démarre juste par ça, parce qu'on se dit, si je suis capable d'acheter mes céréales en vrac, pourquoi je ne serais pas capable d'acheter autre chose? Et puis après, on passera à l'univers de la salle de bain, qui est un univers qui est où il y a plein de déchets. Ça, c'est une catastrophe dans une salle de bain. Mais finalement, c'est pas compliqué de réduire. Au lieu d'acheter 15 fois des bouteilles de savon, soit on se dit, je vais prendre un savon solide. Si on n'aime pas le savon solide, on a une autre alternative. On va avoir du savon liquide et on va remplir son flacon. Et puis, au lieu de jeter son flacon, on va revenir avec et on va le remplir, etc., etc. Et juste ça, on n'aura pas acheté en fait un flacon qui, de toute façon, n'est absolument pas cassé. Hein. On le met à la poubelle parce qu'il est vide, mais pas cassé. Là, on le remplit. Donc, c'est 2 petits conseils, voilà, sur deux choses qu'on fait quotidiennement, c'est-à-dire manger et se laver. Ou en tout cas, souvent, on se lave quotidiennement. Ce qui est dur, je trouve, c'est surtout de changer ses habitudes. Quand on est habitué à quelque chose pendant des années, au début, son dentifrice, on est habitué à le prendre comme ça. Pareil pour le shampoing. Quels conseils donnerais-tu pour changer ses habitudes? Il faut que ce soit un jeu. Moi, j'ai joué en fait chez moi avec mes enfants, parce que j'avais des grands ados quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Et je me suis amusée en fait à leur dire,
Et si on essayait de changer un peu dans la salle de bain et on va regarder la poubelle, puis on va la regarder en fait dans 15 jours pour voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, on va regarder le nombre de fois où on sort la poubelle et qui ne sortira plus la poubelle. Ben voilà, j'ai joué avec eux. Et ils étaient contents, donc je me suis dit, ben finalement... Et après, je leur ai dit, est-ce que ça vous embête de changer de dentifrice ? Au début, ils me disaient, ouais, c'est pas bon. J'ai dit, non, mais c'est pas bon, parce que t'as l'habitude d'avoir un truc qui est pas bon, de toute façon. Et en final, aujourd'hui, mes enfants me disent, bah, moi, je changerai pas, je reviendrai pas en arrière. Donc, il faut jouer. Mais la vie est un simple jeu, hein, donc jouons tous les jours et on s'amuse et on trouve que ça donne un petit peu plus de liberté. Et ici, je reviendrai sur un petit conseil. C'est bien de regarder en fait un peu chez soi ce qu'on a et qui ne sert pas. Typiquement quoi ? Moi, je vais prendre un truc qui est excellent, qui n'a rien à voir en fait avec mon magasin, hein, mais c'est aussi de consommer un peu différemment. Quand on regarde le nombre de vêtements qu'on achète, c'est quand même effrayant. Alors nous, les femmes, on est encore pire que les hommes. Mais il y a plein de choses en fait qui sont dans un placard et qu'on ne met pas. Alors c'est pas facile de jeter. Alors surtout ne pas jeter pour le plaisir de jeter, hein, mais pour donner tant qu'à faire. C'est jamais facile de se séparer de certaines affaires. Mais on les regarde et puis on se dit, allez, dans 6 mois je reviens et je regarde. Je les ai mises une fois ? Non. En 6 mois je les ai jamais mises. C'est qu'elles ne me servent pas. Donc ça permet d'avoir conscience de la consommation qu'on a et donc de l'empreinte qu'on peut avoir. Si j'achète pour ne pas utiliser, à quoi ça sert ? Donc, je me pose toujours la question, est-ce que j'ai réellement besoin de telle ou telle chose ? Donc, commencer par son placard, ouais. Acheter du shampoing solide et acheter ses céréales dans des sacs en vrac. Voilà, c'est un bon résumé. C'est un bon départ. Ouais, exactement. On arrive dans les dernières questions. Quel livre aimerais-tu partager ? J'ai 2 livres en fait. J'en ai pas un, mais non, c'est juste parce que c'est 2 styles différents et je trouve que ça peut être intéressant en fonction de la personnalité des gens. Quand moi j'ai démarré, il n'y en avait qu'un, c'était le livre de Bea Johnson. Bea Johnson est la personne qui a l'une des personnes, parce qu'elles sont 2 en fait, a démarré. Donc c'est un livre en fait, c'est vraiment, il n'y a pas d'image, c'est que du texte et ça l'avantage c'est on prend pièce par pièce sa maison et on avance. Ça donne, en tout cas, c'est très interpellant et c'est voilà. Et moi, je trouve que Béa est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois. C'est assez sympa. Enfin, non, je vais pas dire que c'est assez sympa, mais en tout cas, ça permet de bien voir comment on démarre dans la réduction des déchets de manière globale. Et l'autre, parce que c'est un personnage qui est très différent, c'est la famille presque zéro déchet. Et la famille presque, le presque est extrêmement important. Et c'est plus ludique parce qu'il y a c'est sous forme de BD, il y a plein de conseils, il y a plein d'astuces, il y a plein de recettes. Et c'est plus global parce que Jérémy est un vrai écolo au sens global du terme, au sens noble du terme, hein, pas écolo. Et donc pour lui, il prend la réduction des déchets de manière globale dans son raisonnement et je trouve que c'est vachement intéressant. Enfin, c'est des personnalités en tout cas qui sont superbes. Donc Béa, son livre, il s'appelle comment ? Je sais même plus, Zéro déchet. D'accord, bon, je trouverai sur Internet, je me débrouillerai. Béa, et le deuxième, c'est une famille presque... La famille presque zéro déchet. De Jérémy. Jérémy Pichon. Ok. Illustré par Bénédicte, sa femme. Bon, je mettrai les liens dans cette interview. Et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast ? Tu peux faire d'autres sujets que le zéro déchet. Écoutez, de quoi ? Ici, dans ce podcast, qui aimerais-tu que j'invite à écouter avec un parcours intéressant sur un sujet que tu apprécies ? Ben, je resterai parce que je vais être cohérente, même si après il y a plein d'autres sujets qui m'intéressent, mais dans l'univers en fait écologique, Nicolas Hulot est quelqu'un qui m'interpelle beaucoup. En tout cas, voilà. Ah, tu mets la barotte. Ah bah ouais, qu'est-ce que tu veux, mais moi c'est comme ça. J'aime bien... Bon, là, un peu de travail. Et où c'est qu'on peut te retrouver ?
Tes magasins, tes réseaux sociaux? Alors, dans mes 2 magasins, je ne suis pas simultanément, mais j'y suis quand même souvent dans le 15e, 1 rue du Général Beurré et dans le 17e, 46 rue des Moines. Ensuite, j'ai des pages Facebook sur les 2 magasins, Rosanne de Débail des Cambronnes, Rosanne de Débail des Batignolles. J'ai un compte Insta. Et puis, parce que je suis aussi professionnelle avant et aujourd'hui encore, sur LinkedIn. Voilà, Ok. à peu près classiquement. Je mettrai tous les liens. Mais je te remercie, Rosanne. Merci à toi. Et je te souhaite une excellente soirée. Merci toi aussi. Au revoir. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre newsletter, Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.